voir tellement de monde. Merci d'avoir répondu à l'appel de Kanaki Solidarité pour venir honorer la mémoire de Yewene Yewene et Jean-Marie Tshimbaou en cette date anniversaire de tous les deuils de la Kanaki. Nous sommes rassemblés rue de la Nouvelle-Calédonie en espérant pouvoir au moins symboliquement rebaptiser cette rue. Et nous allons tout de suite apposer symboliquement une plaque à la mémoire de Yewene Yewene et Jean-Marie Tshimbaou. En ce jour du 5 mai, qui est devenu le symbole des souffrances endurées par le peuple kanak dans sa lutte pour recouvrer sa liberté et pour obtenir l'indépendance. En cette date anniversaire de tous les deuils de la Kanaki. Rappelez-vous, de la nuit du 4 décembre 1984 à Tiendanik Nyengen, au soir du 4 mai 1990 à Wadrila Ouvea, un terrible enchaînement de violences de toutes sortes a voulu s'opposer à la marche du peuple kanak, à sa marche vers la dignité et l'indépendance. Près de 50 Kanaks sont tombés en moins de 5 ans. Ils sont tombés pour avoir dit l'espérance d'un petit peuple océanien, l'espérance de voir aboli, renversé, un système colonial qui nie les souffrances, les valeurs, les droits, l'existence même du pays kanak et de ses habitants de toujours. Reconnaissez le peuple kanak pour qu'à son tour il vous reconnaisse. On lançait depuis longtemps les indépendantistes à l'adresse de leurs adversaires. Oui, reconnaissez le peuple kanak, lui qui est porteur d'une civilisation où s'enracine son identité. Les colonisés kanaks veulent que soit apurée la dette foncière, politique, morale des Blancs à leur endroit. En tant que maîtres millénaires de l'archipel de Nouvelle-Calédonie, ils entendent, par la décolonisation, exercer librement leur droit d'accueil à l'égard de ceux qui les ont envahis, malmenés, et comme disait joliment Jean-Marie Tshimbaou, empêchés d'être. Cette souveraineté que les Kanaks appellent de leur vœu, cette souveraineté restituée, ouvrira la voie, non sans contradiction ni difficulté sans doute, à un pays indépendant, la Kanaki. Un pays indépendant qui prendra en charge une partie de l'héritage traditionnel, mais aussi les apports occidentaux jugés bénéfiques par les Kanaks. Le suffrage universel, le pluralisme politique, les droits de l'homme et un certain type de développement économique. Notre identité est devant nous, disait Jean-Marie Tshimbaou. L'ancien président du FLNKS voulait conduire son peuple vers une indépendance viable, vers une indépendance digne. Et c'est cette parole généreuse, conquérante, ouverte à un avenir meilleur, qu'ont voulu museler les armes et tous les dénis de justice auxquels le peuple kanak s'est trouvé affronté ces dernières années. Rappelez-vous le formidable affront, le verdict du procès des 10 assassins, des 7 assassins des 10 Kanaks de Yengen. Rappelez-vous l'acquittement des meurtriers par le tribunal de Nouméa le 30 octobre 1987, en pleine période Chirac-Ponce. Ponce avait annoncé la couleur. Si les Kanaks bougent, disait-il le 23 mai 1986, peu de temps après avoir pris ses fonctions, si les Kanaks bougent, nous leur serrerons le pipi, avait lancé le sanglant docteur, et il a mis son plan à exécution. 19 Kanaks massacrés après l'assaut de la grotte de Gossana. Massacrés parce qu'ils étaient Kanaks et fiers de l'être. Nous saluons aujourd'hui leur mémoire. L'anniversaire de leur mort est aussi celui de la disparition de Yéyé et de Jean-Marie. Jean-Marie Tshimbaou a fait entrer les Kanaks dans la mémoire politique et morale du monde. Jean-Marie et Yéyé, nous sommes venus là aujourd'hui pour vous dire merci.
Oui, votre mémoire anime notre solidarité. C'est important d'élaborer un document comme ça. On a pensé, mais je ne sais pas, à un rassemblement autour des films sur la Kanaki. On pourrait aussi préparer une sorte de numéro zéro de ce que pourrait être le bulletin de liaison dans le cadre de cette coordination. On voulait ensuite envoyer à tout le monde en disant bon, voilà ce qu'il en est sur la question des stagiaires, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. La réalité, c'est que les Kanaks ont signé les accords de Matignon. Il faut qu'on trouve un moyen de bien articuler les relations qui entre Paris, si c'est là qu'elle siège, mais est-ce que c'est absolument nécessaire, je ne sais pas, et puis les groupes de province. Donc ça pourrait être aussi un de nos objectifs. Un appel lancé par Kanaki Solidarité qui regroupe tel gens et qui est signé par des municipalités de tous bords. Aujourd'hui, c'est une réunion sur les comités de soutien au peuple kanak disséminés dans les diverses villes de France. Et le but est un petit peu de coordonner le travail de ces divers groupes actuellement informels. Ça suppose quoi? Centraliser les adresses, contacter les groupes, les 10 groupes, les personnes qui se sont engagées, intéressées à la Kanaki, les contacter avec un texte, pas seulement ce texte d'appel, ça paraît comme on fait, mais avec un texte explicatif, donc une suite explicative à l'appel, les convier à répondre, c'est des trucs qui se manifestent pour qu'on sache un petit peu ce qu'ils en pensent, éventuellement avec une date butoir, que ça ne soit pas ouvert comme ça dans le temps à l'infini. Et cette date butoir va être une invitation à un rassemblement, à une réunion un petit peu médiatique. On verra après qui poserait la mise en place du mouvement. La deuxième chose, alors là il faudrait un groupe, une commission, des gens qui prennent en charge ça. C'est-à-dire la centralisation des adresses, contacter les gens avec un texte qu'il faut faire. Et donc là, je crois qu'il faut une espèce de commission qui travaille là-dessus, ça fait du bien. Deuxième élément, deuxième action qui peut être proposée, on disait tout à l'heure, je ne sais pas, 1000 élus pour la Kanaki, des choses comme ça, c'est-à-dire sur la base de l'appel plus d'une explication, une campagne de signature signifiant l'engagement précis d'élus de tout bord et de tout ordre possible, et en vue d'une publication. On pourrait faire ça aussi avec les artistes, on pourrait faire ça avec différentes catégories comme ça de gens, mais on pourrait, je pense que c'est plus intéressant de commencer par les élus, puisque ça engage les collectivités locales, et ça peut nous permettre ensuite, sur les projets de développement d'action concrète en Nouvelle-Calédonie, d'obtenir des éléments importants. Il faut savoir qu'il y a l'association des maires en Nouvelle-Calédonie, on pourrait imaginer que ces 1000 élus ensuite, je ne sais pas, délèguent des représentants qui vont voir l'association des maires en Calédonie, et je crois que ce serait d'un poids politique très important. Troisième action, c'est la question, alors on vient justement d'en parler par le biais de la non-violence et surtout des objecteurs, les stagiaires kanak. Il faudrait organiser cette date butoir, c'est-à-dire ce rassemblement où le mouvement apparaîtrait véritablement publiquement en tant que tel. Et je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de l'organiser d'une façon un peu originale plutôt que de faire simplement une réunion autour d'une table. Alors j'ai pas d'idée particulière, j'avais imaginé, on en a discuté hier, jamais aucun recensement des films sur la culture kanak n'a jamais été réalisé. On pourrait peut-être travailler, il y aurait peut-être un groupe de travail qui pourrait recenser toutes les cassettes, tous les films anciens et modernes, parce qu'il y a des films anciens, notamment les films du célèbre gendarme Citron qui a fait des films dans les années 45-50 sur la culture kanak, qu'il faudrait absolument voir et revoir, qui sont très intéressants. Donc on pourrait faire une espèce de préparation à des journées cinématographiques sur la culture kanak avec des débats. Bon, on a bien vu hier, il y a eu ce film, finalement ça introduit bien, après on discute plus facilement, on a des images, même si on est d'accord, pas d'accord, ça fait un... Et en même temps, les gens sont à 100 lieues d'imaginer ce qui se passe véritablement en Kanaki. Donc on pourrait imaginer ce rassemblement fondateur autour d'un festival, j'exagère peut-être, le mot est grand, mais une journée sur les films concernant la Kanaki. Films culturels, films politiques, etc.
par rapport aux accords Matignon. C'est aussi un sujet qu'il faudra suivre. Absolument. On n'a pas employé le mot, mais voilà, l'idée était là quand je disais il faut faire pression, titiller le gouvernement. Parce que ça fait déjà 1 an qui a été perdu. Bon, les provinces sont mises en place, mais elles vont souvent faire les mêmes erreurs au départ que les régions, du style trouver un lieu local, trouver des voitures, trouver un stade bureaucratique. C'est surtout l'erreur qu'elle risque de faire. Alors que là, l'Union calédonienne, en raflant tous les postes de vice-présidence, a fâché le Palika et non des moindres. Voilà, et si jamais l'Union calédonienne prend en charge toute seule les régions, alors là, là ça va être un clivage, ça va tourner à l'affrontement entre les Kanaks. Ils n'auront aucun relais en tribu. Rien du tout, puis ils vont avoir des grosses voitures, ils vont être assaisonnés de BX, etc. Parce que les jeunes de tribu aussi, c'est quand même eux qui ont fait des manifs, et ils voient ce qui part en France, c'est ceux qui étaient déjà un petit peu formés, qu'on va former mieux. Mais la base qui a simplement, mettons, le niveau 5e ou 4e, ils ne sont pas du tout dans le circuit de la formation. J'ai vu, moi, même en 87, là, des jeunes qui disaient à leurs copains qui travaillaient dans la région, qui passaient en BX, alors c'est bon, la région, ça te rapporte le BX, ça marche bien, le pognon, les projets, nous on est toujours en tribu, on n'a toujours rien vu, il se foutait de sa gueule, le mec il n'osait rien dire, c'est comme ça que Joseph Coromindo, il a pas voulu, là. Il est retourné dans sa tribu, il fait sa case, et puis il attend. Mais ce qui est dur aussi, c'est pour le groupe en France, de les faire suivre un projet très concret là-bas. Comme c'est pas, on a dépassé le stade du puits, ou du groupe électrogène, ou du dispensaire, du poulailler. C'est pas l'Afrique, quoi. C'est nettement plus développé. C'est pas un pays du tiers-monde, la Calédonie, quoi. Ça, il faut le répéter souvent, quoi. C'est pas le tiers-monde, quoi. Si tu veux, moi qui, je sais pas, tu étais là hier, je sais pas, j'ai expliqué, quand on vit en tribu, bon, on est bien. Tout à fait. Je veux dire, toi, tu as vécu longtemps. Moi, quand je suis dans ma petite tribu de Netchaot et que j'y passe 4 mois, en allant une fois à Nouméa en 4 mois, que j'habite chez mes amis et que je vis, je vais d'une tribu à l'autre, je vais dans les mariages et tout, je bouge bien, je dors bien, il fait beau, il y a une vie sociale intense, on n'arrête pas de discuter et on ne discute pas que politique, on discute coutumes. J'ai assisté à une coutume à Poinda, là, donc tout dans le sud de Netchaot, donc en novembre 87, entouré par les militaires. La militarisation, on était 200 à faire des échanges de monnaie. Bon, les Kanaks. Oui, chez Auguste. Et il y avait les Kanaks du FLKS, des Kanaks du RPCR, mais bon, c'était la coutume, donc tout le monde était ensemble. On était cernés par les flics. Les Kanaks, j'avais une vidéo, ils m'ont dit surtout tu filmes pas parce qu'ils vont intervenir sinon. Mais on sentait cette vie sociale absolument très intense. Bon, il pouvait y avoir les militaires, tout ce que tu voudras. Alors la société kanak, elle existe. Alors la considérer toujours à travers des problèmes de développement, mais pour aller où, pour faire quoi? Tout à fait, je n'accepte plus aucune invitation à l'Orstom, etc. C'est complètement impensable. C'est pour ça que j'aime bien jouer au tennis, mais en Calédonie, j'ai jamais tenu une raquette. C'est pas possible. Mais est-ce que Alban, les gens de l'Orstom vous considèrent comme quelqu'un de différent? Par exemple, si vous n'allez plus à leurs réunions, à leurs soirées? Ah bah, la coupure est totale, hein. La coupure est totale, c'est-à-dire que au début, quand je suis arrivé en Calédonie, l'Orstom constituait le lieu d'accueil informel des chercheurs du CNRS, parce que moi j'étais CNRS, donc on nous invitait dans ces espèces de dîners, ou même à aller pique-niquer sur un îlot, sur un yacht, ou je sais pas quoi, et au bout d'un quart d'heure, c'était, vous qui vivez sur les Kanaks, est-ce que c'est vrai que leur cerveau est plus petit que celui des Européens? C'était d'un racine, d'une bêtise, je me souviens d'un discours mais avec Doumange, mais vraiment d'une sottise absolument incroyable. Alors, comme moi, souvent, je revenais de tribu, alors j'étais fatigué, etc., j'étais pas mécontent de manger du gigot et de boire un coup, etc. Et à chaque fois, ça tournait au pugilat, on s'engueulait, je leur disais, mais vous comprenez... Et bon, j'ai fini par rompre complètement. Alors maintenant, j'en suis même à la visite de politesse, encore que, bon, c'est limite, quoi. Et quand vous leur dites les chefs sont pas des chefs, ou les gens échangent des monnaies, je reviens d'une coutume extraordinaire, il y avait 500 personnes, on a fait... Mais ils vous croient, personne vous croit, ils vous prennent pour un fou, ils veulent pas vous écouter, quoi. Ils sont jamais allés dans les villages. Oh, très peu. Ou alors ils y vont, mais sur le mode, sur le mode technocratique. C'est-à-dire qu'il faut savoir, un chercheur de l'Orstom, quand il sort de Nouméa, il est en mission. Alors il a une voiture sur laquelle il y a écrit Orstom, le petit drapeau français, il est en mission et il touche une indemnité journalière
en plus de son salaire de mission qui était, alors ça dépend des endroits, je ne sais plus combien c'était, de l'ordre de 200 à 500 francs par jour. Exactement comme les gendarmes, quand ils quittent Nouméa, ils sont en mission. Alors le gars, il part en mission pour une semaine, par exemple, bon, dans sa Toyota ou dans sa Land Rover, avec quelquefois il y avait un chauffeur, etc. Bon, et il va prendre des contacts, ce qu'il appelle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la mairie de Poindimier, je parle d'il y a 10 ans, quoi. Bon, il prend contact. Alors il y avait le responsable du service d'agriculture qui l'invite à bouffer, un coup de pêche, etc. Bon, alors ils discutent, alors les Kanaks, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Oui, alors moi je comprends, je m'intéresse à l'élevage, on lui donne quelques chiffres, on lui donne quelques éléments, après il dit, il faudrait que tu ailles voir le chef, tu peux y aller, c'est un bon vieux, etc. Il débarque à 10h du matin, le chef est là ou il n'est pas là, puis le chef, bon, c'est un administratif comme ça, inventé, plus ou moins, qui lui dit « Ah oui, on sait bien, on va planter des arbres, etc. » Le gars, il note 2-3 trucs, puis il rentre chez lui. Et après, il va reprendre une douche, et au bout d'une semaine, même, c'était connu, les tournées de l'Orstom, autrefois, il y avait tout un tas d'hôtels autour de la Nouvelle-Calédonie. En fait, c'était un grand moyen de faire la bringue tout autour de la Calédonie. Bon, alors... Certains sont plus sérieux, font passer des questionnaires. D'ailleurs, ils ont plus travaillé sur Nouméa comme Koller que vraiment en Brousse. Alors Jean-Marie l'a quand même fait. Jean-Marie Koller a eu l'initiative de faire des études sur les projets de développement en Brousse et il a davantage résidé en Brousse. Mais alors, c'était sur le mode le Kanak dans le projet de développement. Donc on l'interroge là-dessus, combien vous avez planté d'arbres, combien vous travaillez d'heures, etc. Mais c'est pas du tout le Kanak dans son être social Kanak. Hein. C'est une part du Kanak. Ils veulent tous rester à Nouméa parce qu'ils veulent vraiment dépasser Bourail. Pour eux, c'est la foire de Bourail annuelle et puis c'est fini, quoi. Ils dépassent pas plus. Les îles, ils y vont pas. Bon, en plus avec les événements, il n'y a pas de gîte non plus, c'est un petit peu difficile. Moi, j'arrive en 85, octobre, tout était pacifié, les élections venaient d'avoir lieu. Donc et là, je vois des gens dans le temps, me disent je pars, mais tu es complètement fou, etc. Tu vas te faire caillasser. C'est-à-dire qu'ils ne nouent pas des contacts, sauf exception, des contacts personnels profonds, parce que c'est ça, la société Kanak, c'est que des individus avec qui tu nous... D'ailleurs, c'est pas interchangeable, hein. Tu as un certain type de relation, tu peux pas dire à ton copain, il rentre pas dans tes chaussures directement, c'est un travail personnel à faire. Et on est souvent surpris de voir à des niveaux de... Même, j'en vois à Paris, des hauts fonctionnaires, etc. Il faut entendre le discours qu'ils tiennent. Alors, ils vont 15 jours en Calédonie. Ils sont reçus par toutes les huiles du coin qui déblatèrent sur les Kanaks en genre de journée. C'est des paresseux, c'est des collectivistes, ils sont manipulés par la Libye. Qu'est-ce qu'ils ont encore comme tard? Avec leur langue, ils ne peuvent pas se comprendre. N'importe quoi. Et puis, d'abord, ce n'est pas les premiers occupants. Et puis, avant, il y avait une civilisation supérieure et c'est ces barbares qui les ont massacrés. Enfin, il y a tout... On pourrait en faire la liste, quoi, tout un ensemble de baratins incroyables. Leurs langues ne sont pas des langues, leurs coutumes, c'est rien du tout. Ou alors, il y a toujours ce double discours. Bien la coutume, c'est le Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire c'est un système d'abrutissement féodal, etc. Ou bien elle n'existe plus. Alors, alors si elle n'existe plus, le Kanak n'est plus rien. Il n'est ni français ni Kanak, il n'est rien, c'est un pauvre être qu'il faut assister. Bon, alors, tous ces discours-là sévissent à Nouméa. Le gars qui y va pendant 15 jours, il est reçu par tous ces gens-là. J'en ai vu un évaluateur de projet, soi-disant, du ministère de la Recherche. Hallucinant, quoi. Il m'a dit, les Kanaks ne présentent plus aucun intérêt, il ne faut plus les étudier. Je dis, bon, vous voulez C'est ce qu'on avait dit à Lénard quand il était arrivé. Oui, mais ça continue. Ils vont disparaître. Au contraire, c'est eux qui la poussent. Dans les réunions, elle ne veut pas parler, et c'est eux qui la poussent à ce qu'elle dise quelque chose, etc. Elle a une valeur politique maintenant qui est complètement reconnue. Et elle use de la parole. Elle, si ce n'était qu'elle, elle voudrait s'effacer toujours pour ne jamais prendre la parole. Mais par contre, c'est chaque fois les hommes qui l'interpellent en disant « Allez Kiki, vas-y là, dis-nous ce que tu penses, etc. » Ça se passe plutôt comme ça. Et c'est vrai que c'est un phénomène nouveau, puisqu'elle le dit. Elle dit que par exemple, avant les barrages, elle se serait jamais adressée à Oupan parce qu'il y a des rapports de respect coutumier avec lui. Et c'est vrai que la lutte politique a un peu a compliqué toutes ces données et a effacé certaines choses, en a recréé d'autres. Je sais pas, pour nous c'est un monde qui est complètement tellement différent. Moi je trouve que
C'est vraiment important, quoi, qu'on nous montre des choses comme ça. Parce qu'effectivement, on est sevré d'images sur la Kanaki, ça c'est clair. Il y a une pénurie totale d'images. Donc quand on voit un film, effectivement, on a envie de projeter sur le film l'ensemble des choses qu'on a envie d'y voir. Il est clair que tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'images, tant qu'il n'y aura pas des équipes Kanak qui tourneront, tant qu'il n'y aura pas des équipes Kanak, des équipes de partout, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas des images, et suffisamment d'images, et pas uniquement des images pour des salles comme nous, mais des images qui sont diffusées aussi, diffusées dans les chaînes, tant qu'il n'y aura pas une vraie bagarre audiovisuelle pour que les images existent. Là, il s'agit de la Kanaki, mais le problème se pose dans plein d'autres endroits. À chaque fois qu'un film arrivera et qui sera l'objet unique, eh bien, il nous frustrera tous en partie. Il y aura forcément un petit manque quelque part. Comment rendre par l'image une coutume, c'est-à-dire un ensemble de structures, de valeurs, de thèmes intellectuels, d'images, etc., qui passe essentiellement par la langue, parce qu'on est dans une société, on n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vous avez un effet extérieur avec des grandes maisons peintes, des gens avec des plumes, etc. Vous avez vu, bon, ils sont habillés comme tout le monde en Europe, dans les pays chauds, hein, dans le sud de l'Europe. Bon, et comment faire passer une complexité sociale à travers l'image. Et je crois que Michel n'a pas du tout cherché à faire ça, à rentrer dans cette complexité sociale. Je crois qu'à la limite, l'image atteint ses limites là. Soit ce sont des Kanaks qui font des films, qui feront des films et qui essaieront de montrer certains aspects, comme on a des films algériens ou des films africains qui essayent de nous révéler certains aspects internes de la société, soit, à mon avis, il n'y a que l'écriture qui peut rendre compte des structures internes. Pourquoi ? Parce que ça passe par la langue. Alors j'ai apprécié aussi dans le film que les choses soient dans la langue, qu'elles soient traduites et bien traduites, malheureusement pour ceux qui n'ont pas pu voir. Enfin, il y a un texte qui va avec ça, qui correspond quand même à des paroles. C'est une société où énormément de choses passent par la parole. On ne voit pas beaucoup plus que ce qu'on voit dans le film au niveau des images. Ce qu'on a, c'est qu'on a des contacts avec des gens, ils vous parlent, ils vous expliquent, et petit à petit, on rentre dans un monde dont on sent qu'il a une cohérence tout à fait spécifique et une originalité très grande. Et c'est vrai qu'il y a une limite aussi du cinéma, c'est-à-dire le cinéma ne peut pas arriver à rendre compte d'un système de parenté ou de la subtilité des relations entre aînés et cadets. D'ailleurs, je crois que ce qu'ont voulu montrer en plus les gens de Canala, c'est leur peuple en lutte. Hein, je crois que c'est l'image, si ce sont eux qui ont, comme je sais, contribué à ce scénario, et tu l'as fait à d'autres endroits où tu as tourné aussi des images, donc j'espère qu'on les verra aussi, les gens essayaient de faire connaître au monde ce qu'ils étaient. Enfin, il y avait un objectif vraiment tourné vers l'extérieur, essayer de montrer qui ils étaient. Et je suis complètement enraciné, d'imbriquer dans une identité culturelle de façon très très forte. Et je suis sûr que les images de l'armée sont de purs prétextes. On ne passe pas ce film parce que la revendication indépendantiste y est inscrite complètement dans la chair des gens. Et si un jour il peut passer à la télé, je pense que les gens qui verront ce film changeront complètement d'opinion quant à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et pour nous qui essayons de faire de la solidarité, de nous dire qu'à ce moment-là, la solidarité, elle a vraiment un sens. C'est-à-dire qu'on soutient des gens qui vraiment luttent et qui ne luttent pas simplement autour de situations ponctuelles, mais qui luttent dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire que leur expérience devienne une réalité, enfin, prenne corps. Alors il faut savoir aussi, mais on manque encore de travaux là-dessus, que cette société calédonienne, surtout, disons, avant la guerre, a été une société d'affrontement très rude entre les gros propriétaires, les petits propriétaires, les gens qui pouvaient avoir du travail à la mine, ceux qui n'en avaient pas. Et plusieurs fois, Décaloche dit d'ailleurs, nous ne formons pas une communauté. La seule chose qui les cimente, c'est l'hostilité générale aux Kanaks ou la négation des Kanaks. Mais souvent, entre eux, des problèmes d'exploitation mutuelle, d'injustice criante, de violence. Je crois que c'est une société, d'ailleurs, comme la plupart des sociétés coloniales, sociétés américaines aussi, sont nées dans la violence. Non seulement dans la violence contre les autochtones, mais la compétition entre eux pour les terres. Puis alors avec cet gigantesque problème qui était celui des bagnards, une réflexion d'un Calédonien que j'ai rencontré il y a quelques semaines, qui disait, le père de François Burck, qui me disait « Je suis le premier Calédonien à avoir travaillé à la mine de Thio ». Et il a fondé la première section CGT à la mine de Thio. Monsieur tout à fait intéressant. Et alors je lui dis, vous êtes le seul Calédonien à avoir travaillé dans la mine de Thio? Et il me dit oui. Et en fait, quand on regarde les gens qui travaillaient à la mine de Thio, donc dans l'entre-deux-guerres, il y avait quantité de gens, moi je pensais qu'on appelait Calédoniens, c'est-à-dire des Européens issus du bagne. Je dis oui, mais il y avait des relégués et des condamnés. Ah, je dis, mais ça, c'est pas des Calédoniens.
Alors, vous voyez, la réaction, c'est pour lui, calédonien, c'était les colons libres, bon père de famille. Il employait d'ailleurs toujours cette expression parce qu'il y avait un gigantesque problème de femmes pour ces bagnards. De temps en temps, on envoyait des bateaux d'orphelines de France pour les épouser. Hein. Mais il y avait donc, je crois que cette société calédonienne, on ne s'est pas encore assez penché dessus, sur son histoire, mais je crois qu'elle a vécu aussi d'une façon terriblement dramatique. Et dans un état d'abandon par l'État français total. C'est pour ça qu'on a colonisé la Nouvelle-Calédonie. C'est pour y faire un bagne. Bon, c'est pas très brillant comme projet. Hein. On y fait un bagne, on y envoie des gens qui déjà sont... C'était déjà nos Kanaks, les bagnards, d'une certaine façon. C'était les gens qui étaient chez nous, rejetés, qui arrivent là-bas. Bon, il y a eu d'autres colons aussi qui sont venus, et ils ont eux-mêmes rejeté les autochtones qui étaient sur place. C'est des sociétés qui fonctionnent complètement par exclusion. Alors ils ont rejeté tellement les Kanaks qu'ils n'ont pas voulu les employer dans les mines et dans le développement qui s'est fait au XIXe siècle. Ils ont importé de la main-d'œuvre, notamment asiatique, qui elle-même était traitée d'une façon mais épouvantable. Certains Kanaks disent même on était finalement peut-être moins maltraités que ces pauvres Indochinois qui, eux, n'avaient absolument aucun recul. Ils étaient là, corvéables à merci, dans des situations épouvantables. Donc les Kanaks, ils ont toujours été traités comme un phénomène naturel. C'est-à-dire, ils étaient là, le discours qui se met en place très vite, c'est « ils vont disparaître ». Et même, il y a une phrase extraordinaire, dit « ils vont disparaître parce qu'ils résistent moins bien au climat que nous ». J'ai trouvé ça dans les archives. C'est je ne sais plus, un géographe de l'époque, bien inspiré, Doumange de l'époque, qui a dit « ils résisteront moins bien au climat que nous ». Et de toute façon, le contact entre race noire et race blanche, il y en a toujours un, le plus faible, qui doit s'effacer. Donc, dans leur idée, le plus faible, c'était le Kanak. Et donc, ils sont vraiment considérés, il faut regarder toutes les archives et les documents d'époque, comme devant disparaître. D'ailleurs, c'est un discours complètement installé. À la limite, d'ailleurs, les recensements sont peut-être faux, parce qu'on était tellement persuadés qu'ils étaient peu nombreux et qu'ils devaient disparaître et qu'ils mourraient qu'on ne les comptait même plus. Il n'y a eu aucun recensement sérieux avant 1906. Et on est arrivé en 1853. Et pendant toute cette période, on dit qu'ils disparaissent, qu'ils meurent, qu'ils vont disparaître. Bon. Donc c'est une négation extrêmement profonde. C'était l'indigène. L'indigène, il était... On ne le voyait pas d'ailleurs. Qui était au contact de l'indigène? C'était les gendarmes et les missions, un tout petit peu. Mais c'est tout, il n'y avait pas d'existence propre. Alors quand ils ont voulu se manifester, protester, comme en 1878, là il y a eu une espèce de gigantesque panique. Donc là on a accéléré la dépopulation, les Français en ont tué 2000, et puis ensuite on s'est dit, bon maintenant on est tranquille, on a un périmètre autour de Nouméa suffisant, pour le reste on laisse tomber. Il a fallu attendre, en 1917 c'était une toute petite révolte, en fait il y a eu peu de morts et peu d'affrontements, il a fallu attendre 84 pour que d'un seul coup le paysage se mette à vivre. Enfin c'est comme ça que les Européens le ressentent. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le film peut-être, on l'aperçoit à un moment. On voit cette dame qui sort avec une espèce je sais pas, de coiffe coloniale, genre Touareg là dans le désert, là, et qui sort de sa Land Rover et qui s'avance dans la brousse comme si vraiment elle allait... C'est ça le sentiment des Nouméens vis-à-vis de la brousse. C'est un monde complètement mystérieux, inconnu, dans lequel on ne va jamais. 80% des Européens de Nouméa n'ont jamais quitté le périmètre de Nouméa. Donc si vous voulez, on peut très bien aller en Nouvelle-Calédonie, surtout pour les métropolitains depuis une vingtaine d'années, ne jamais rencontrer de Kanaks, on les croiser éventuellement dans la rue, prospérer, faire des affaires, etc. Et d'un seul coup, vous avez des Kanaks qui ont pris possession du territoire en 84, qui ont mené une véritable insurrection. À ce moment-là, affolement général, qu'est-ce qui se passe? Alors les responsables sont dans cette salle, c'est nous. C'est-à-dire les métropolitains mal intentionnés, critiquant le colonialisme alors qu'il n'y avait jamais eu de colonialisme en Nouvelle-Calédonie, et qui ont mis le feu aux poudres alors qu'avant tout allait bien. C'est Dijoux qui a foutu la pagaille, et puis ensuite quelques énergumènes venus de l'extérieur. Mais que les Kanaks pensent par eux-mêmes leur propre libération, alors François a raison de dire que ça, effectivement, ça a progressé. C'est-à-dire que maintenant, et c'est peut-être un acquis des accords de Matignon, c'est peut-être l'acquis principal finalement, c'est d'avoir placé le FLNKS comme interlocuteur, obligé. Ça, c'est sûr. Après une période de recul considérable avec la période Ponce. Ceci dit, dans la période Ponce, les Kanaks ont encore su affirmer qu'effectivement, ils étaient là et bien là. Et que, en gros, je crois que les Blancs savent qu'il ne faut pas trop leur marcher sur les pieds maintenant. Mais ce dont ils rêvent, c'est de
continuer à vivre dans cet univers un peu sous cloche, un peu privilégié, je parle pour la majorité des Européens, et surtout à ne pas avoir à prendre en compte les revendications de cette population, a fortiori la revendication d'indépendance. Ceci étant, à l'époque, les Kanaks, le FLNKS, au congrès de Gengen, je me souviens en mai 85, avait décidé de prendre cet outil pour ce qu'il était. Je lui dis c'est un outil qui vaut ce qu'il vaut, mais avec cet outil, nous allons préparer l'indépendance et nous allons, en quelque sorte, forger nos compétences pour prendre en main le pays. Les Kanaks se sont massivement, à ce moment-là, investis dans ce processus régional, de maîtrise des régions. La solidarité n'a pas été en mesure de comprendre ce qui se passait là-bas. Je plaide même, enfin, je veux dire, je fais mon mea culpa, quand il a fallu que j'aille sur place pour me rendre compte de vraiment ce qui se passait. Et à ce moment-là, je crois qu'on a perdu énormément en crédibilité. C'est-à-dire, si nous avions soutenu de façon unitaire et large l'effort des Kanaks dans leur région, nous aurions été à même de mieux les aider au moment où ces régions étaient mises à mal, voire anéanties par le plan Ponce qui est arrivé après. Et les Kanaks se sont trouvés donc isolés dans la stratégie qu'ils avaient choisie. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un tournant important de la solidarité que nous avons manqué. Il a fallu construire la solidarité autour des options qui étaient choisies par les Kanaks. Pourquoi ? 1988, les accords de Matignon. Le plan Rocard proposé dans le cadre des accords de Matignon est nettement moins bon que le plan Pisani, c'est clair. C'est un recul par rapport au plan Pisani dans le découpage régional, dans les compétences qui sont données aux Kanaks, et la part est belle à la région sud et donc aux anti-indépendantistes dans le plan Rocard. Toutefois, ce plan Rocard, il ne faut pas faire la même erreur. Ce plan Rocard a été choisi, signé par le FLNKS, dans des conditions sur lesquelles on peut revenir 50 fois. Le problème est simplement que la parole des Kanaks s'est engagée autour de ces accords de Matignon, au moins jusqu'en 1992, tel qu'ils l'ont écrit et signé et dit. Je crois que la solidarité ne peut pas se permettre une seconde fois de se trouver en porte-à-faux par rapport à ce choix des Kanaks. Voilà, ce choix du FLNKS. Alors, les distinctions subtiles entre le FLNKS et le peuple kanak ne sont pas de mise. Le FLNKS est l'organe représentatif du peuple kanak. Je veux bien qu'il soit traversé de courants, de problèmes, etc. Nous devons respecter les Kanaks dans leurs choix tels qu'ils sont formulés à travers les instances qui se sont données. Bon. Donc, ce tournant de la solidarité, il est bien sûr apparu au moment du référendum de 1988, du 6 novembre, où là encore, la solidarité s'est divisée sur cette question. Les uns considérant que ce plan ne méritait pas d'être soutenu, qu'il fallait donc focaliser nos attaques contre le caractère néocolonial de la politique de Rocard. Les autres, dont j'étais et dont je suis, pensent qu'il faut au contraire accompagner les Kanaks dans le processus qu'ils se sont choisis. Bon. Là-dessus, il nous a semblé, notamment avec la disparition tragique de Tjimaou et de Yewene, que nous ne pouvons plus continuer à avoir l'air d'être en porte-à-faux. La disparition de Tjimaou et de Yewene est un drame pour le peuple kanak, et en même temps, nous ne pouvons pas ne pas penser que si ces gens qui avaient eu le courage de s'engager dans cette signature difficile des accords de Matignon, s'ils avaient été mieux soutenus en France, si nous avions pu, s'il avait existé un courant populaire beaucoup plus fort en France, si les oui au référendum avaient été beaucoup plus importants, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc je crois que l'orientation politique, c'est vraiment d'accompagner le FLNKS dans ses choix, de respecter ses choix, ce qui ne veut pas dire d'être des béni-oui-oui du plan Rocard, puisque les Kanaks eux-mêmes ne sont absolument pas des béni-oui-oui du plan Rocard. Ils essayent de prendre dans ce plan ce qui peut leur permettre d'avancer dans la période où ils se trouvent. Il y a quelque chose d'extrêmement pragmatique et concret qui est au principe même de leur analyse, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui poussent la critique trop loin sont vus finalement comme des gens qui peu ou prou portent la responsabilité de la disparition de Tjimaou et Yewene, hein, puisque ça alimente une division, une suspicion, une situation de tension dont je vous ai d'ailleurs rapidement parlé hier. Donc l'axe de la solidarité telle qu'elle devrait être à notre sens, et pour qu'elle soit élargie, il faut au moins
pour qu'elle soit crédible. Comment voulez-vous que les citoyens français se reconnaissent dans une solidarité qui ne suivrait pas, qui ne reconnaîtrait pas les choix que les Kanaks font? Et c'est là d'ailleurs tout le hiatus. Et il faut accompagner les accords de Matignon, être vigilant pour qu'au moins ils soient appliqués, ce n'est pas du tout évident, et inscrire le pari des accords de Matignon dans la perspective de l'indépendance. Et c'est là notre spécificité. Il est hors de question de perdre de vue cette perspective de l'indépendance. Il ne s'agit pas d'organiser un soutien aux accords de Matignon, il s'agit d'organiser un soutien aux Kanaks dans la perspective de l'indépendance, à travers cet outil transitoire, à mon sens, qu'ils se sont choisis, qu'ils ont accepté de prendre, que sont les accords de Matignon. L'expérience de la solidarité qu'on a pu avoir depuis 5 ans, c'était une extrême difficulté à être efficace, c'est-à-dire à faire aboutir un certain nombre d'actions, à développer un discours crédible et surtout à transmettre largement une information crédible. Donc, ce dont nous allons discuter aujourd'hui, je crois que c'est l'ordre de la discussion, c'est d'abord des actions possibles, des initiatives que nous pouvons mettre en place, qui seront tournés à la fois vers la population française, vers le peuple kanak, c'est-à-dire manifester concrètement au peuple kanak qu'il y a une solidarité en France. C'est quelque chose qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Les quelques publications qui ont été faites par la solidarité n'arrivaient qu'en 35 ou 40 exemplaires en Nouvelle-Calédonie. Et il n'y a jamais eu une manifestation continue et forte de la solidarité française vis-à-vis du peuple kanak. Il a fallu que des gens aillent là-bas, souvent 1 an ou 2 ans après la mise en route de la solidarité, pour que les Kanaks réalisent qu'il y avait une solidarité en France vis-à-vis d'eux. Et pour ceux qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie, savent qu'il y a un problème de circulation de l'information qui est énorme. Il n'y a qu'un seul journal en Nouvelle-Calédonie. Il y a une information qui est complètement trustée. Je crois que nous devons nous adresser aussi à la population kanak, expliquer ce que nous faisons, expliquer ce qui se passe en France, expliquer ce qui se passe dans les dom-toms. Nous avons plus d'informations en France sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie que les gens qui sont en Nouvelle-Calédonie sur leur propre pays. C'est très très souvent le cas. Ce que nous voulons, c'est qu'autour d'initiatives de solidarité, fédérer tous les efforts et toucher un nombre très vaste de gens. Alors, pourquoi est-ce qu'on a prolongé l'initiative? On avait fait un premier essai avec ce texte qui est paru dans Le Monde le 30 juin. On a eu sans difficulté quelques 400 ou 500 signatures, et non des moindres, avec des députés, des responsables d'associations, des gens du monde du spectacle qui ne s'étaient jamais manifestés sur la question kanak et qui là l'ont fait, certainement dans l'émotion de la disparition de Chibaou et d'Iwene, mais également parce que le discours paraissait beaucoup plus crédible. Et je dois vous dire que, en ce qui concerne le financement, par exemple, de cet appel, qui nous a coûté la modeste somme de 35 000 francs dans le monde, on n'a eu aucune espèce de difficulté pour rassembler cet argent. Or, dans l'association à laquelle j'ai beaucoup participé, la caisse, il y a 6 000 francs dans la caisse, il y a 80 adhérents. Bon, au bout de 5 ans de travail. Alors, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des possibilités, il y a un réservoir de solidarité qui n'a jamais été touché, qui n'a jamais été utilisé, et je crois que c'est le rôle de cette coordination. Voilà, alors, à terme, rien n'est réglé en Nouvelle-Calédonie. On est là pour préparer l'avenir dans une période difficile, d'une certaine façon, mais en même temps plus favorable à une meilleure explication de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vu de l'extérieur, pour les Européens actuellement, en France, il y a un certain apaisement, il y a des accords, il y a des formations, etc. Nous devons profiter de cette période pour élargir le mouvement, hein, pour faire comprendre ce qui risque de se passer en Nouvelle-Calédonie et pour que le jour où les Kanaks s'engageront dans d'autres types d'actions, les gens se sentent automatiquement beaucoup plus solidaires. Et qu'on n'oppose pas systématiquement une espèce de violence kanak à une légitimité caldoche et puis à un État arbitre au milieu, mais essayer de faire comprendre que lorsque les Kanaks se fâchent, ce terrain, ces actions sur le terrain sont longuement et mûrement préparées et qu'elles renvoient à une situation extrêmement complexe dont malheureusement les Français n'ont pas conscience. Donc ce qu'il faut organiser, c'est une très large vigilance, et je crois que notre principale action, ce sera d'étendre l'information, de multiplier les réseaux de gens qui sont sensibilisés à la Nouvelle-Calédonie, de fédérer les fichiers et d'atteindre ainsi un nombre considérable de gens. Alors, ce qu'on essaye, et l'objectif principal, c'est l'élargissement de la solidarité, la constitution d'une véritable solidarité en France, disons large, populaire, efficace, et pouvant créer un mouvement d'opinion, pouvant influer sur les événements, et notamment sur la pratique de nos gouvernants et de la classe politique. Bon, en décembre, il se trouvait que par
un hasard. J'avais été passer 10 jours en Nouvelle-Calédonie et j'avais eu énormément de contacts au sein du FLNKS à ce moment-là. C'est le 24 mars, donc la convention du FLNKS, Naketi, celle-là, le 24 mars, qui devait décider de plusieurs choses. D'une part, de la stratégie générale du mouvement, de la restructuration du FLNKS et de la décision de nommer, la nomination, la désignation d'un nouveau président du FLNKS. À cette convention, comme vous l'avez vu, a été décidé, le FLNKS a décidé, après des discussions longues et difficiles sans aucun doute, a décidé de désigner Paul Néaoutyine, membre du Palika, comme président du FLNKS. Cette décision a été prise à condition que soit associé à Paul Néaoutyine Roch Wamitan, membre de l'Union calédonienne. C'est en quelque sorte ce duo relativement jeune, surtout tous les deux moins de 40 ans, qui maintenant doit prendre en charge, disons, la représentation du mouvement. Alors, c'est des choses qu'on sait, la discussion a été dure et difficile, puisque c'est un tournant considérable dans l'histoire du mouvement indépendantiste, puisque l'Union calédonienne, qui avait toujours été en position de donner non seulement les présidents, les vice-présidents, mais souvent aussi les présidents de région et de province, l'Union calédonienne a accepté, donc au terme de discussions difficiles, de céder la présidence à un membre du Palika, deuxième composant du FLNKS. Et là, je crois que c'est un tournant important. Le choix s'est porté sur l'homme qui a semblé à tous, c'est ça qui a remporté la décision, bien entendu, le plus compétent après la disparition de Tshibahou et d'Yewene, le plus compétent dans le moment pour assurer l'unité du mouvement. L'unité du mouvement, mise à mal par tout ce qui s'était passé, y compris par la signature des accords de Matignon, et l'unité du mouvement, semble-t-il, pour les membres du FLNKS, ne pouvait être mieux assurée que par Paul Néaoutyine, qui d'une part, effectivement, est membre du Palika. Le Palika, je vous le rappelle, a rallié le FLNKS le 1er décembre 1984, qui n'était pas à l'OCL, ni dans le Front indépendantiste, ni dans l'acte fondateur du FLNKS en août à Nouméa. Et c'est seulement le 1er décembre que le Palika a rallié le FLNKS, après l'avoir rallié sur le terrain, si vous voulez, dans le cadre des actions du 18 novembre, bien entendu. Mais formellement, et c'est important de le rappeler, le Palika est rentré dans le mouvement le 1er décembre, et ensuite a suivi pas à pas, a accompagné la démarche de Jean-Marie Tshibahou dans des moments difficiles. Le premier moment, ça a été après la mort, le premier congrès de Naketi, après la mort d'Éloi Machoro, où, là encore, soupçon de complot, Tshibahou avait été mis à mal par les gens de Kanala, et c'est Paul Néaoutyine qui était intervenu pour protéger l'unité du mouvement et pour rappeler un petit peu de discipline politique l'ensemble des gens qui étaient présents. C'est ensuite, plus important encore, au congrès de Yengen en mai 1985, où il s'agissait d'accepter ou de refuser le plan Pisani. Et là, c'était un moment, un tournant décisif, puisque Jean-Marie avait pris la responsabilité de faire lever les barrages pour ouvrir les négociations avec Pisani. Finalement, le mouvement avait obtempéré, mais là, Jean-Marie avait pris cette décision seul, et ensuite, cette décision devait conduire à l'acceptation ou non du plan Pisani. Et je ne sais plus exactement la date, je crois que c'est mai 85 à Yengen. Jean-Marie Tshibahou se trouve dans une position difficile, et à ce moment-là, il est soutenu par une fraction importante du Palika, Paul Néaoutyine, et surtout à ce moment-là, la personne qui est montée au créneau, c'est le beau-frère de Paul Néaoutyine, Edi Poinboun, qui va défendre la ligne de compromis, car effectivement c'est un compromis, la ligne de compromis avec Pisani et l'acceptation du plan Pisani. Et ensuite, fidèle à cette décision, à cet engagement du Palika sur cette ligne, eh bien on va voir les membres du Palika s'investir dans ce qui était à l'époque les régions nord, région centre et région île, et surtout dans la région nord,
où Paul Naoutine deviendra le chef de cabinet de Jean-Marie Tjibaou dans la région Nord. Et là, on voit pour la première fois travailler sur le terrain, sur des dossiers extrêmement concrets, l'Union calédonienne et le Palika. Et Paul Naoutine le disait, le répétera certainement, disait que c'est de cette expérience qu'était né son nouveau sens des réalités et qui s'était formé au contact de Jean-Marie à une prise en compte des réalités économiques, des réalités financières, des réalités budgétaires, etc. et de la nécessité justement de former davantage de Kanaks pour pouvoir préparer l'indépendance. Il voyait dans Jean-Marie Tjibaou, comme dans Mandela, des gens qui essayent d'ouvrir une autre voie à la décolonisation que la voie classique. C'est-à-dire une voie de décolonisation plus réaliste, peut-être plus apaisée, en tous les cas, qui essaye de faire en sorte que les indépendances qui sont souhaitées et les libérations qui sont souhaitées ne débouchent pas sur des affrontements, des chaos et des morts inutiles. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, comme une philosophie nouvelle des peuples qui essayent de se décoloniser et qui tient compte un petit peu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire des 50 dernières années d'histoire, où il faut bien le dire, les décolonisations, d'accord, les post-décolonisations, les pays indépendants, eh bien, ont subi des revers, d'énormes difficultés, le Nicaragua et j'en passe, etc. Et je crois qu'ils prennent en compte cette réalité, qu'ils essayent d'éviter au peuple kanak les déboires d'autres pays ou d'autres peuples qui ont peut-être mais c'était une autre époque, on ne peut pas les juger, ils se trouvaient dans d'autres situations, c'était d'autres logiques, etc. Mais se sont trouvés indépendants, mais dans des situations économiques, sociales et politiques extrêmement difficiles. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il faut y insister fortement. Tous les historiens actuels le montrent très clairement, aussi bien José Barbanson, qui est un historien calédonien qui travaille sur le bagne, que Joël Dauphiné, qui a récemment publié un ouvrage sur les spoliations foncières en Nouvelle-Calédonie. La colonisation libre en Nouvelle-Calédonie représente à peine un quart du peuplement de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que c'est essentiellement une colonisation pénitentiaire qui a déterminé d'ailleurs Napoléon III à prendre possession de cet archipel. Il s'agissait de transférer le bagne de Cayenne en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de passer de la Guyane à la Nouvelle-Calédonie sous prétexte que la Guyane était trop dure, qu'il y avait trop de décès et de souffrances, et donc on a voulu trouver un bagne soi-disant moins dur en Nouvelle-Calédonie. Et la colonisation pénitentiaire est celle qui a fait souche en Nouvelle-Calédonie, puisque ce sont plus de 20 000 transportés qui ont été envoyés là-bas, et la majorité d'entre eux est restée sur place, a été libérée sur place, et à la fin du bagne, à partir de 1894, eh bien, à la fin du bagne, ces gens vont rester, vont faire souche et vont constituer l'essentiel du peuplement de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est très, très important, aussi bien pour comprendre les rapports avec les Mélanésiens, les rapports avec l'administration, et pour comprendre la constitution d'une société calédonienne fortement hiérarchisée. En effet, l'autre quart de population vient du monde militaire, du monde administratif, qui était un monde instable et qui se renouvelait périodiquement, mais quelques personnes sont restées. Seulement 20 déportés de la commune ont fait souche en Nouvelle-Calédonie, donc c'est tout à fait faible. Et quant aux colons fayets, dont on a aujourd'hui fait un petit peu l'archétype du pionnier calédonien, il faut savoir qu'il y avait moins d'une centaine de familles, et les chiffres là-dessus ont été revus à la baisse par les historiens, parce qu'on avait parlé de 500 à 600 familles. En fait, il y a à peine 100 familles qui se sont installées en Nouvelle-Calédonie à l'instigation du gouverneur Feuillet, donc à partir de 1895, et tous ne sont pas restés. C'est-à-dire que la colonisation libre Feuillet a été, elle aussi, largement un échec. Alors en ce qui concerne la colonisation pénitentiaire, il faut imaginer que les problèmes d'expansion économique du XIXe siècle, les crises économiques du XIXe siècle, la misère du XIXe siècle, si bien décrite par Hugo, Zola, etc., cette misère a entraîné un développement d'une délinquance considérable, notamment dans les milieux les plus opprimés, c'est-à-dire en milieu ouvrier, et que c'est finalement cette
cette délinquance qui, réprimée, a fourni un certain nombre de gens qui sont allés, qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. D'autres sont partis sans être transportés, sans être condamnés, mais ils sont partis dans des conditions semblables. Il s'agissait souvent de gens miséreux, nécessiteux, d'aventuriers, de personnes un petit peu en rupture de banc dans la société française, et qui se sont retrouvés à Nouméa, en ce qui concerne ces gens donc, qui étaient libres, se sont retrouvés à Nouméa, et ils ont vécu principalement des fournitures, notamment sous forme de cabarets, de maisons de réjouissance, etc., mais aussi de petit artisanat, sur la vie militaire, autour de la vie militaire et de l'administration de la petite ville de Nouméa. Quant aux condamnés, leur sort a été, dans l'ensemble, terrible, puisque tout l'appareil d'État, l'appareil administratif de Nouvelle-Calédonie dans cette période, se consacre essentiellement à l'organisation du travail des bagnards et au contrôle, à l'enfermement des bagnards dans la colonie. Alors ça, c'est absolument clair. D'une part, les bagnards ont fait les routes. D'autre part, certains d'entre eux recevaient des concessions de terre qui étaient d'ailleurs... vous savez que le domaine de la pénitentiaire a été pendant longtemps le domaine foncier principal en Nouvelle-Calédonie, enfin le domaine foncier colonial principal, bien plus important que celui des colons libres. Et sur ces concessions qui étaient faites à des condamnés qui étaient libérés, vous savez, on libérait les condamnés, et on leur donnait l'autorisation de faire le double de leur temps en Nouvelle-Calédonie, mais sous cette forme dite de libérés. Mais quand on regarde le statut réel des libérés, ces libérés n'étaient pas bien libres. Ils avaient le droit de cultiver une petite concession, souvent sur des terres plus ou moins bonnes, à proximité d'une administration pénitentiaire, Bourail, La Foi notamment. Et deuxièmement, ils étaient soumis à des contrôles de circulation, c'est-à-dire qu'ils avaient des aires de circulation avec une sorte de carnet de circulation, un petit peu comme les nomades, les tziganes pendant longtemps en Europe, et ils n'avaient pas le droit de sortir de ce périmètre. Si vous voulez, ils vivaient en résidence surveillée. Alors qu'est-ce qui se passait? En général, 20% seulement d'entre eux, d'après les statistiques, se disent d'origine agricole, enfin s'y connaître un petit peu en agriculture. Ça fait rien, on leur propose des terres, c'est toujours mieux que d'être à la double chaîne à Nouméa. Donc on leur propose des terres, ils les acceptent, mais ils échouent en général dans cette agriculture, comme d'ailleurs l'histoire de l'agriculture de la Nouvelle-Calédonie, l'agriculture coloniale, est un échec. Aussi bien les colons feuillets que l'administration pénitentiaire, etc. Et ces gens quittent leurs concessions et forment des bandes errantes, des sortes de bandits, si vous voulez, qui circulent et qui commettent des exactions contre la bonne société de Nouméa, les quelques colons libres, l'administration pénitentiaire ou l'administration civile, et ils constituent un véritable danger. Il faut voir que dans toute cette période, et actuellement, donc, il y a une jeune historienne, Isabelle Merle, qui travaille sur ces thèmes, on ne mesure pas dans quelle situation de violence se trouvait la Nouvelle-Calédonie en permanence. Violence contre les Kanaks, violence délibérée contre la population et violence de la répression, et tout l'appareil répressif ne va faire que s'étendre, de sorte que vous avez un système d'enfermement emboîté avec d'un côté les Mélanésiens enfermés dans leurs réserves avec interdiction d'en sortir, de l'autre les libérés, assignés à résidence mais fortement contrôlés et pourchassés par des gendarmes, par la police et souvent même par des Mélanésiens qui sont embauchés dans ce travail pour récupérer les libérés qui s'étaient échappés. Et vous avez en plus les bagnards proprement dit qui n'ont pas été libérés, qui travaillent sur les terres de l'administration pénale et qui, à partir de 1880, vont travailler pour le nickel. Dans ce système, tous les témoignages, on peut encore en recueillir auprès de vieux Calédoniens, tous les témoignages sont très clairs. Ce qui prévaut, c'est une hyper-hiérarchisation des rapports sociaux. Vous avez un tout petit nombre de maîtres et de contremaîtres de la mine qui règnent de façon, avec une autorité absolue sur la population ouvrière des mines. À tel point que seuls, par exemple, les maîtres des mines pouvaient circuler par le train, dans les petits trains qui transportaient le minerai. Vous aviez un wagon spécial, une sorte de wagon-salon, avec un bar, etc., où ne pouvaient entrer que des blancs,
et que des Blancs qui étaient maîtres ou contre-maîtres dans la mine. Bien sûr, les Mélanésiens ne pouvaient pas y monter, mais tous les condamnés, les libérés, et également les relégués, puis les relégués, c'était des pauvres gens des villes, des banlieues de France, des clochards, on appelait des récidivistes, qui avaient volé 2 fois 3 pains, et qui à ce moment-là étaient envoyés en Nouvelle-Calédonie, mais ils n'étaient pas condamnés, c'est-à-dire on s'en débarrassait, et ces pauvres relégués, sans travail, errants, se sont aussi livrés à quelques actes de vandalisme, et certains d'entre eux, si désespérés, s'étaient regroupés et avaient demandé à être emprisonnés au camp Est pour pouvoir au moins avoir à manger. Je crois qu'il faut reconstituer, il faut vraiment avoir en tête tout ça, car je suis persuadé que les Calédoniens d'aujourd'hui, qui ne parlent pas beaucoup, qui se sentent agressés de toutes parts, ont ça en mémoire. Ont cette mémoire extrêmement douloureuse d'une histoire et d'une colonisation dont ils ont été les acteurs, mais souvent à leur insu et pris justement dans une logique qui était la logique pénitentiaire particulièrement dure. En 1939, la population européenne de Nouvelle-Calédonie est de 18 000 Européens, donc ils sont relativement peu nombreux, et les clivages sont extrêmement importants au sein de la communauté, disons, non mélanésienne. Une petite bourgeoisie à Nouméa avec les propriétaires de mines, les propriétaires de grands domaines fonciers et des gens qui gravitent autour des postes de fourniture de l'administration et de l'armée. Une population de brousse qui s'est constituée en quelque sorte sur le tas. Les colons feuillets ont été tout aussi abandonnés que les libérés du bagne. À partir de 1894, les libérés du bagne, on les laisse comme ça, ils se débrouillent, on leur cède plus ou moins des terres, et ces gens vont constituer, dans l'abandon le plus total, sans aucun soutien ni financier, ni moral, ni économique, vont constituer sur le tas, dans une extrême violence contre les Kanaks, et ça il faut bien le rappeler, toutes les lettres, dans une sorte de Far West, si vous voulez, de l'époque, vont improviser une sorte de petite société rurale qui, de génération en génération, va considérablement, se dégrader sur le plan des rapports humains, sur le plan de la culture, et qui va trouver dans le mépris des Mélanésiens une sorte d'identité en creux, comme dit Jean-Luc Mathieu dans son que sais-je, sur la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que tous ces relégués, tous ces réprouvés, tous ces transportés vont avoir en quelque sorte toute liberté pour exploiter, mépriser un ensemble de Kanaks qui, eux, ne sont protégés par rien du tout. Et donc il y a une sorte de reproduction, c'est-à-dire que les Kanaks vont être les condamnés des anciens condamnés qui sont eux-mêmes les victimes d'un système qui est parti d'Europe, avec tous les abus, toutes les violences, toute l'absence de droits qu'on peut imaginer. Alors j'ai oublié un dernier secteur de la population qui est très important, ce sont les travailleurs qu'on a fait venir, les travailleurs importés, que la colonisation a fait venir dans les mines, sur les terres, etc. Les gens venus des anciennes colonies hollandaises, c'est-à-dire de l'actuelle Indonésie, et des Indes néerlandaises, ceux qui ont été importés d'Indochine, ceux qui ont été importés des Nouvelles-Hébrides. Alors quant à eux, et leur sort n'est pas plus enviable, il est même quelquefois encore plus dur. Au départ, ils sont importés sous contrat sans leur famille, ils sont logés directement sur la mine dans des gourbies incroyables, et les Kanaks eux-mêmes, aujourd'hui, les considèrent comme plus méprisés qu'eux, quand ils se souviennent de cette période, parce qu'ils n'ont aucune attache familiale, ils sont réprouvés par les Blancs, coupés du monde mélanésien, et absolument corvéables à merci sur ces mines. Des milliers vont mourir, et Joël Dauphiné prépare un ouvrage concernant ces populations, donc on aura des chiffres très précis. Des milliers vont mourir et disparaître, et jusqu'en 1957, l'armée monte encore sur les mines de nickel de Thio et tire dans le tas et tue plusieurs Indochinois qui avaient osé essayer de s'organiser dans une grève. Il est bien évident que la vie syndicale en Nouvelle-Calédonie n'émerge qu'à partir de 1936-1937, de façon extrêmement difficile, avec un niveau d'affrontement très violent
contre tous ceux qui essayent de faire valoir des droits du travail et un minimum de droits. Et comme vous le savez, le problème n'est pas complètement résolu encore en Nouvelle-Calédonie sur le plan du droit du travail. Voici le paysage, si vous voulez, et dans ce paysage, les interconnexions entre les communautés sont relativement faibles. C'est-à-dire que vous avez des communautés enfermées les unes par rapport aux autres, et qui sont liées les unes aux autres par un système colonial hiérarchisé, qui est le système de l'administration pénitentiaire. Et il faut bien le dire aussi, un système qui ressemble un petit peu à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le sentiment qu'il y a une politique véritablement pensée qui a été élaborée pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a une gestion au coup par coup. Il faut bien voir que c'est un moyen aussi pour les administrateurs et pour les militaires de prendre de l'avancement dans une carrière qui va continuer ailleurs, et qu'il y a un grand abandon du point de vue de la gestion globale de la Nouvelle-Calédonie, un grand abandon par l'État français. Les relations entre les communautés sont donc des relations difficiles, tendues, violentes, avec toutefois, dans la brousse calédonienne, autour du problème des libérés, des unions libres entre des femmes mélanésiennes et des libérés du bagne. D'ailleurs, ce sont des histoires de femmes qui ont déclenché en surface l'épisode tragique de l'insurrection de 1878, puisque c'était des libérés qui avaient pris des femmes dans une tribu et qui ensuite ont été tuées par les Kanaks qui voulaient protester. Donc il y a un métissage qui se fait au début de la colonisation, qui ensuite est plus ou moins oublié ou plus ou moins nié, mais il n'est pas le propre de toutes les communautés européennes, de tous les petits groupes d'Européens. Vous avez des groupes d'Européens aujourd'hui qui n'ont, par exemple à Farino, qui n'ont absolument jamais aucun contact avec les Kanaks, et qui disent qu'ils ne savent pas de qui il s'agit. Et c'est une petite colonie pénitentiaire qui a été installée sur les terres de Farino, dont les Kanaks ont été chassés. Vous avez d'autres endroits, à Saramea, où au contraire, il y a une tradition de relation avec les Kanaks totalement hiérarchique, paternaliste, violente, avec aussi des alliances matrimoniales, n'allons pas jusqu'au mariage, mais des naissances issues d'unions mixtes, mais là, une relation plus forte avec les Kanaks. Ce qui fait qu'il est très difficile de parler de la communauté européenne comme d'une communauté. Ce qui intègre, ce qui constitue la communauté européenne, c'est la logique coloniale qui, d'une certaine façon, l'a dépassée pendant longtemps. Alors, à mon avis, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie depuis 1946 provient des séquelles de cette histoire de peuplement, de cette histoire tout à fait tragique et difficile. Il faut savoir que, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, il y a un appauvrissement, il y a une crise du nickel, il y a un appauvrissement considérable de la communauté européenne rurale, et c'est dans cet appauvrissement qu'à certains moments s'est constituée une certaine connivence des Kanaks et des Caldoches de Brousse contre l'administration, et c'est cette connivence qui va servir de support, en partie au moins, à la constitution de l'Union calédonienne après la guerre. Alors en 1946, qu'est-ce qui se passe? Je suis très schématique, mais en 1946, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur ce modèle de société coloniale, qui reste encore, je vous dis, à explorer, à définir et à mieux connaître, sur ce modèle de société coloniale, à la fois fragmentée, hiérarchisée, où les gens sont reliés les uns aux autres dans une sorte d'opération qui consiste d'une part à exploiter le nickel, d'autre part à se débarrasser des bagnards, eh bien, en 1946, le gouvernement de Gaulle dote la Nouvelle-Calédonie de structures démocratiques formelles. C'est-à-dire que l'ensemble des communautés, les Mélanésiens, les Indochinois, etc., qui n'avaient pas plus le droit de vote que les Mélanésiens avant 1946, ces gens sont considérés sur le plan juridique, sur le plan politique, comme des électeurs à part entière. Donc ils acquièrent la citoyenneté française, et donc ils ont la possibilité de s'organiser et de faire valoir leurs droits sur le plan au moins formel. C'est-à-dire que toutes les lois de la 4e République vont dans le sens d'une décolonisation formelle de la Nouvelle-Calédonie. J'insiste bien sur le thème de formel, c'est-à-dire qu'on donne à la Nouvelle-Calédonie des règles de fonctionnement qui sont celles qui valent peu ou prou ailleurs en Europe et en France.
La loi de fer 1956 va même essayer de promouvoir une autonomie interne, va essayer de reconnaître un fait nouveau, c'est que effectivement les réprouvés de la société calédonienne vont se rassembler dans ce grand parti qu'est l'Union calédonienne et vont gagner les élections. Ils gagnent les élections coup sur coup, plusieurs années de suite. Ils ont le Normand est élu, ils vont maîtriser l'appareil territorial, et quand cet appareil territorial va être lui-même démocratisé à travers la loi de fer, c'est-à-dire que lorsque véritablement les représentants de la population et de l'opinion calédonienne vont aller dans le sens d'une certaine démocratisation, à ce moment-là, les vieux réflexes coloniaux vont fonctionner, et on va les voir refonctionner dans les périodes plus récentes, c'est-à-dire que la tradition hiérarchique coloniale, c'est le monopole des pouvoirs, que ce soit sur le nickel, sur les affaires, sur l'administration, et le grand mépris des Kanaks va à nouveau fonctionner. En 1958, c'est sûr, en prolongement des événements d'Algérie, au moment où justement l'Assemblée territoriale est conduite par l'Union calédonienne et où la loi cadre doit se mettre en place, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Un commando, 2500 personnes à Nouméa envahissent l'Assemblée territoriale, séquestrent le ministre, fait un chantage gigantesque en disant qu'il est absolument impossible qu'on en vienne à ce que les représentants élus de l'Union calédonienne puissent diriger le pays. Et à ce moment-là, et je n'ai pas suffisamment parlé peut-être du troisième acteur, l'État va reculer. Il va reculer, et à mon avis, il a déjà reculé. Il a toujours reculé. Il voulait, avant, sous la loi de fer, il y a véritablement un effort pour faire avancer les choses. Il va reculer pour des raisons qui sont les siennes. Et à mon avis, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les Calédoniens eux-mêmes ou avec même les intérêts bien compris de la population calédonienne, y compris celle qui est très hostile à toutes les évolutions. Le gouvernement va reculer pour deux raisons. La décision d'implanter à Moruroa un centre d'expérimentation nucléaire, la première bombe explose en 1963, et deuxièmement, le souci de contrôler le nickel et de tirer un maximum de profit du nickel. Ça va être les lois Jacquinot, les lois Billotte, un retour en arrière, une reprise en main, et finalement, pour reprendre en main, on donne des gages, on donne des soutiens contre la démocratie, à ce moment-là, à la minorité activiste de Nouméa. On va avoir... Je me reste 5 minutes, ça me suffit. À mon avis, c'est cette histoire qui va ensuite se reproduire. D'autres évolutions vont être entamées en 81 en Nouvelle-Calédonie, mais des évolutions qui, comme le plan Lemoine l'a montré, ne voulaient pas aller jusqu'au bout de la logique de décolonisation. Et je pense qu'ensuite, le travail le plus comparable à celui de Defer, parce qu'il conduisait peut-être à une solution en Nouvelle-Calédonie, ça va être celui de Pisani, qui lui aussi va essayer d'affronter ce système colonial en disant il faut absolument l'apurer, le vider de ces traditions hiérarchisées, voire racistes, il faut absolument essayer de promouvoir une société calédonienne plus juste, et vous avez vu ce que ça a donné sur Nouméa, exactement la même chose, mais en plus fort que ce qui s'était passé en 58, c'est-à-dire quand la population de Nouméa a le sentiment que son pouvoir fut-il complètement injustifié et mis en cause, à ce moment-là, les violences se mettent en place. Et donc là, on est en 85, le gouvernement, à nouveau, recule devant les propositions faites par Pisani le 7 janvier 85, et on se retrouve dans une situation indécise où personne n'ose véritablement trancher. Alors, comme en plus, avec le boom du nickel depuis les années 60, une nouvelle population est encore venue s'installer en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire quelques 20 000 personnes qui se sont plus ou moins stabilisées sur le territoire. On se trouve aujourd'hui devant une situation très difficile à gérer, où tous les gens qui sont venus de l'extérieur se sont en gros montrés solidaires de la tradition coloniale en Nouvelle-Calédonie. Et ceux qui n'en étaient pas solidaires, qui étaient les Européens de longue date, les descendants des bagnards, etc., qui, dans l'époque 58, jouaient encore la carte de l'Union calédonienne, vont ensuite prendre peur
face à la montée éventuelle d'un pouvoir kanak et vont se solidariser avec les défenseurs les plus ardents de la tradition coloniale, qui sont souvent même parmi les plus derniers arrivants de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà la situation, ce qui fait que, pour terminer, et ça va être, permettra certainement, on en rediscutera cet après-midi, on est actuellement face à une alternative, à mon avis. Soit les tendances dualistes de la société calédonienne ne feront que s'accentuer, et on va vers la partition, soit un certain nombre de ponts arrivent à être construits entre les différentes composantes de la société calédonienne et parmi, disons, les populations qui ont les modes de vie les plus difficiles et qui partagent un certain nombre d'intérêts communs. Je pense aux Wallisiens, je pense aux Européens peu fortunés, il en existe beaucoup. Je pense aux Kanaks qui sont en train d'essayer de se former et d'essayer de rejoindre une population jouant un rôle effectif en Nouvelle-Calédonie. Soit on a vraiment ces deux hypothèses, une société duelle qui persiste, et si elle continue à se fortifier, je ne vois pas comment on pourra éviter quelque chose comme de l'ordre d'une partition, soit au contraire, il y a une évolution qui se fait dans le sens d'une prise en main par les Calédoniens eux-mêmes de leurs propres intérêts, et à mon avis, c'est dans le sens défini par les indépendantistes kanaks que cette solution pourrait valoir, c'est-à-dire reconnaissance des droits du peuple kanak et eux-mêmes, en retour, reconnaissant les droits des victimes de l'histoire, c'est-à-dire des anciens, des Caldoches de souche, à avoir une part active dans la vie du pays. Alors, dernière indication que m'a donné Jean Fraisse l'autre jour, dans le dernier recensement, 4500 personnes ont refusé, toute ethnie confondue, ont refusé d'être rattachés à une ethnie. C'est-à-dire, quand on leur demandait à quelle ethnie vous appartenez, ils ont dit, écoutez, nous, ça suffit, hein, on ne veut plus entendre parler de ça, nous sommes des Calédoniens. Voilà. Donc c'est une indication, hein, mais on pourrait se demander si, d'un point de vue sociologique, si finalement les événements de Nouvelle-Calédonie ont effectivement divisé les gens, mais en même temps, s'ils ne sont pas en train de se constituer une histoire commune. Une des causes essentielles des drames qu'ont connu la Nouvelle-Calédonie, des drames récents en Nouvelle-Calédonie, relève justement d'un problème de mémoire, d'un problème de mémoire divergente, d'un problème aussi d'amnésie, d'un problème d'organisation du passé. Et je crois que si la Calédonie arrive à digérer son passé, à repenser son passé, elle pourra certainement surmonter une grande partie de ses difficultés. Commençons par l'exposition. C'est quand même un événement considérable, et je crois que pour tous ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie et qui ont eu un contact, qui ont été accueillis dans les villages kanaks, c'est une émotion quand même assez forte de prendre l'autobus et de voir un chambranle de cases kanak. Ça fait quand même très profondément plaisir. On se dit que là, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose. En plus, kanak est dans l'écriture revendiquée par les Kanaks depuis déjà de longues années. Donc, visiblement, un pas a été franchi. Je crois que c'est important d'y insister. C'est pas la première fois que les Kanaks apparaissent sur la scène parisienne, mais la dernière fois qu'on les avait vus, j'étais pas né à cette époque-là, je crois que c'était en 1931 ou 1932, à l'occasion de l'exposition coloniale. Les Kanaks étaient représentés dans des villages sur un mode assez paternaliste, mais en dehors de cette exposition coloniale, certains esprits mal intentionnés avaient, avec l'accord du gouverneur, on a retrouvé la lettre de l'époque, avec l'accord du gouverneur de l'époque, avaient capturé un certain nombre de Kanaks et les avaient présentés dans le zoo de Vincennes comme des anthropophages mangeant de la viande crue, etc. Il avait fallu toute l'énergie de l'intervention de Maurice Lénard pour que cesse cette infamie. Donc, effectivement, les Kanaks ont déjà été présents pas loin d'ici il y a un certain nombre d'années, mais pas sur le même registre. Ici, on parle d'art kanak. La civilisation kanak, d'une certaine façon, fait une entrée par la grande porte. Elle est reconnue, on va voir les implications que ça peut avoir, mais elle est présente à travers ses productions majeures, qui sont celles de cet art si étonnant, si étrange, si mal connu, par rapport
par exemple, à l'art africain ou à l'art américain ou même à l'art esquimau, on peut dire que l'art kanak fait une première percée. Et mis à part quelques grands artistes comme Picasso, par exemple, ou Braque, peu de gens avaient perçu la puissance et la beauté de cet art dans les décennies précédentes. Donc, cette exposition, il fallait le signaler, est une sorte de présence de la mémoire kanak dans Paris. Il y a une contradiction très forte lorsque nous visitons, lorsque les anthropologues ou les gens qui connaissent les sociétés kanak, qui ont séjourné, qui s'y sont promenés, une contradiction très forte entre ces objets, ces chambranles, ces fêtages de cases, ces masques, et puis ce que vous voyez dans la réalité quotidienne d'un village, d'une réserve kanak aujourd'hui. Parce que ces objets, personnellement, je n'en ai jamais vu sur le terrain. Pratiquement jamais. Je crois qu'il faut le dire, parce que justement ça fait le lien avec la dernière question par rapport à l'actualité. Des chambranles de cases, j'en ai vu quelquefois dans des enclos des Européens se servaient de ces chambranles pour faire des enclos pour des poules ou pour des cochons. J'en ai vu au musée de Nouméa, mais j'en ai absolument jamais vu sur place, sauf exception, quelquefois une vieille case qu'on va vous montrer, etc. Mais c'est très rare. Quant aux masques, alors là, autant dire absolument jamais. Ce qu'on peut voir dans la région du centre de la Nouvelle-Calédonie notamment, ce sont de ces monnaies de coquillages, dont vous avez de magnifiques échantillons à l'exposition, et on a les monnaies sont toujours utilisées, c'est-à-dire que ce sont ces objets qui sont des sortes de chapelets de petits coquillages qui marquent tous les échanges importants entre groupes paternels et groupes maternels, pour aller vite, entre les clans, donc, pour sceller des relations importantes à l'occasion des naissances, des deuils et des mariages. Donc on voit ces monnaies circuler, on voit encore les gens les utiliser, les attacher, les mesurer, les compter pendant des jours et des jours. Dans la région de Poindimier, pu assister à des deuils qui duraient jusqu'à 14 jours d'affilée de comptabilité qui n'ont rien à voir avec les comptabilités qui sont celles qu'exige le développement, mais qui étaient des comptabilités d'échanges en quantité quasiment équivalente de biens à haute valeur symbolique comme la monnaie. Donc on ne voit pas ces objets. Quand on pose des questions, les gens vous montrent à la limite une vieille marmite en terre, on peut encore en trouver, ou bien des pierres de fronde, ça on en trouve encore un petit peu, les gens vous en montrent volontiers. Mais les gens connaissent bien les termes dans la langue pour désigner ces objets, mais on ne vous en montre pas. Si vous interrogez les Européens de la région, les broussards, ça m'est arrivé une fois ou deux, et de les interroger, de leur demander mais qu'en est-il de ces objets. Alors à ce moment-là, ils vous racontent comment leur père ou eux-mêmes, surtout autour des années 50, quand ces objets ont commencé à prendre un petit peu de valeur, eh bien, comment les colons européens s'amusaient à aller chercher ces objets dans les sites sacrés des Kanaks, soit pour les mettre chez eux, et là il y a un petit problème de mémoire, parce qu'il y a plusieurs familles européennes de Nouvelle-Calédonie qui ont de belles collections d'objets, mais qui en même temps sont peu sensibles à la formulation des revendications kanak. Donc comme si vous voulez, pour se construire un autre passé que celui qui fut souvent le leur, ces gens avaient finalement puisé dans la mémoire kanak pour se l'approprier. Bon. Donc on me racontait qu'on allait quelquefois donc, dans les anciens sites sacrés kanak pour prendre des objets, ou bien encore, tout simplement, comme ça m'a été raconté plusieurs fois, mais ça c'est plutôt dans la phase du 19e siècle, ordre était donné de détruire ces objets. On les rassemblait et on les brûlait. J'ai plusieurs exemples de gens qui m'ont raconté que leur père leur disait bon, quand vous voyez quelque chose, vous rassemblez tout ça et vous le brûlez. À tel point que les Kanaks n'ont plus ces objets, ou lorsqu'ils les ont, j'ai eu d'anecdotes à ce sujet, je connais des Kanaks qui ont retrouvé des objets dans un cimetière, dans un site sacré où on déposait les morts, et qui ont retrouvé des chambranles, et à ce moment-là, et des sculptures, et à ce moment-là, ils ont pris ces objets et ils sont allés les cacher dans un endroit plus lointain, dans la montagne. Et une fois, ils m'ont pu m'emmener pour me montrer, effectivement, cet objet, mais je ne te dirai jamais où c'est. Et donc, il y a une sorte de
comment dire, de passion des Kanaks pour leurs objets dans ce qu'ils ont de plus restreint, puisqu'il n'en reste pratiquement plus. Alors évidemment, si on veut voir des objets, on peut aller voir le beau musée de Nouméa réorganisé par Patrice Godin, et dont Emmanuel Carrère-Héroux s'occupe maintenant, où là vous avez d'un seul coup là, une densité, une présence, si vous voulez, de l'art kanak extrêmement belle, extrêmement grande. Dans l'enquête de terrain, on a quand même une mention des objets, c'est dans les récits. Dans la collecte de la tradition orale, nous amène souvent à tomber sur des noms d'objets, alors que ce soit les chambranles, que ce soit les flèches fêtières, que ce soit les masques, eh bien, il est question d'objets. L'ethnologie de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, ne peut se faire qu'à travers un travail sur le discours des gens. C'est ce à quoi faisait allusion Patrice, parce qu'au niveau visuel, vous avez des gens qui sont dans des maisons en torchis, des maisons en tôle ou des maisons en dur maintenant, qui sont à peu près tous habillés pareil. La seule chose par laquelle ils marquent une différence radicale, contre laquelle d'ailleurs on se casse le nez en général, c'est la langue. Ils parlent leur langue, et ça, c'est solide. Et comme le faisait remarquer très justement Patrice tout à l'heure, si on ne fait pas l'effort de décoder cette langue, ces langues, eh bien on n'a accès pratiquement à rien. C'est ce qui fait dire à beaucoup de gens qui passent, les oiseaux de passage, comme disait Médir Jean-Marie Tchibaou, beaucoup des gens qui passaient comme ça en Nouvelle-Calédonie, qu'effectivement, beaucoup de gens vous disent, et j'avais eu ce sentiment, on peut le reconnaître tout à fait au début, quand je suis allé en 73 en Nouvelle-Calédonie, j'avais le sentiment qu'il n'y avait rien, si vous voulez. Il y a des gens qui sont là, ils boivent une bière tranquillement devant leur case en tôle, et ils vous disent qu'il n'y a plus d'objets, et quand vous les interrogez, ils prennent un air très méditatif, et vous disent, ah ouais, c'était bien dans le temps, les vieux, ils savaient, mais nous, on ne sait plus rien. Or, quand vous voyez que je crois que c'est le père Goujon, en 1845, a recueilli exactement la même formule, c'est-à-dire, ah ouais, les vieux, c'était bon dans le temps, on ne sait plus rien. Donc, on se dit que c'est une formule un peu rituelle qui permet d'évincer les interlocuteurs, ou bien vous avez aussi la rituelle formule, ah, c'est bien le vieux, mais lui, il est parti à Nouméa et on ne sait pas où il est. Donc, et souvent, on vous dit que le chef est à Nouméa alors qu'il est justement juste là, mais comme les Blancs ne savent pas qui est qui, donc l'affaire est dans le sein. Donc, une certaine déception sur le plan visuel qui ne peut être surmontée, cette déception, que par un accès au récit. Effectivement, dans plusieurs récits, on voit apparaître des objets. Et l'intérêt, on en a parlé souvent avec Roger Boulet, c'est de croiser, c'est-à-dire que souvent, moi n'ayant jamais vu les objets, je les redécouvre dans un musée, comme ce sarcophage qui se trouve, sarcophage d'enfant qui se trouve à l'exposition. Et j'avais vu dans un texte, effectivement, la fille du soleil, donc une femme de chef, qui était mise dans un sarcophage dont le couvercle était un chambranle de case. Or, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans l'expo. Il est aussi question, dans les textes importants, dans les textes fondateurs, de flèches fêtières, qui sont toutes très différenciées. Certaines portent le nom d'oiseau, on les appelle oiseaux, d'autres le nom de masque, l'autre le nom de manche du masque, support du masque, et on s'aperçoit qu'il y avait tout un ensemble d'insignes en bois sculpté qui circulaient entre les cases, qui circulaient entre les groupes selon la position qu'ils occupaient dans la hiérarchie sociale. Alors, il y a un texte célèbre du médecin militaire Patouillet qui était resté longtemps en Nouvelle-Calédonie, dans son ouvrage 3 ans en Nouvelle-Calédonie, où il s'aperçoit que sur les cases, il y a des insignes différents et que ça semble correspondre à des grades, si vous voulez, à des grades distincts, à des titres distincts. Donc il est question de ces objets dans des textes. Si on veut avoir donc accès à la mémoire kanak, il faut dépasser les objets eux-mêmes, aller vers les récits. Et ces récits, ils sont peut-être ce qui constitue l'ossature actuelle des sociétés kanak. Je crois que c'est un fait anthropologique, c'est pas seulement un acte méthodologique, si vous voulez, que de recueillir des récits parce qu'on n'arrive pas à faire autre chose. Hein, on peut difficilement filmer un grand rituel, etc. On peut filmer des rituels d'échange, mais on s'aperçoit que ce vers quoi vous lancent toujours les Kanaks, d'ailleurs qu'on les rencontre en Nouvelle-Calédonie ou même souvent en France, c'est le récit des origines de son groupe, le récit des origines des familles, des lignages, et ces récits forment un ensemble
qui, bien qu'il soit oral, constitue une certaine codification des rapports sociaux entre les groupes. Par l'origine, en disant son origine, on dit non seulement qui on a été, quels sont les droits fonciers dont on a gardé le souvenir et auxquels on peut prétendre, mais on dit également qui on est aujourd'hui, quel est son rang, à qui on peut s'adresser, quelles relations on a. Et d'ailleurs, l'enquête sur ces récits va rapidement buter sur un ensemble considérable de noms propres, qui sont les noms des lignages, les noms des clans, les noms des anciens sites occupés, les noms des ancêtres. Et ces noms ne sont jamais lâchés facilement. La collecte de ces récits est quelque chose de difficile, parce que c'est comme si, un petit peu, chez nous, on demandait à quelqu'un de dévoiler non seulement son identité, mais également le numéro de son compte en banque, l'état de ses revenus, c'est-à-dire tout ce qui le situe. Alors, chez nous, dans des sociétés où l'individu est défini par le statut économique, bon, ce sont des choses qui demeurent plus ou moins cachées. Eh bien, j'avais souvent le sentiment, en demandant aux gens, mais vous ne pouvez pas me raconter une histoire, parce qu'au début, je pensais que j'avais une sorte de naïveté, si vous voulez, je pensais que les gens pouvaient après tout bien raconter l'histoire de leur famille. Mais en fait, cette histoire de leur famille mettait en jeu l'ensemble de la société, parce que ça mettait en jeu la place qu'ils occupaient par rapport aux autres. Donc, on a vraiment un appareil de récit, si on peut dire, qui renvoie aux origines. Alors, les origines, et c'est là l'aspect le plus concret, peut-être, du regard qu'on peut jeter sur le monde kanak, ces origines, ce sont des cases, et surtout des supports de cases, que Maurice Lénard a appelé des tertres, qui sont en fait de longues allées de terre rapportées sur lesquelles on construisait les cases. Eh bien, ces tertres, on les voit, on en voit les traces dans le paysage calédonien d'aujourd'hui, quand on se promène. On voit d'abord ces buttes de terre, et puis les Kanaks plantaient à côté des araucarias, et puis ils plantaient des cocotiers, des bambous, et donc ces sites, eh bien, les gens en portent aujourd'hui le nom. C'est-à-dire que chacun se rattache à un ou plusieurs sites qui se trouvent en général, alors soit à l'intérieur de la réserve, soit sur des propriétés d'Européens, soit, il faut quand même le dire aussi, dans le domaine, parce que ce qu'on appelle le domaine, c'est-à-dire ce qui est propriété d'État et qui reste encore une part considérable de la propriété foncière française. Donc, pour faire l'enquête, vous recueillez des récits. Pour comprendre les récits, vous faites des cartes et vous allez vous promener pour voir ce paysage. Et ce paysage, il fonctionne, et ça, Maurice Lénard l'avait très bien dit dans des belles pages qui sont au début des notes d'ethnologie néo-calédonienne. Eh bien, ce paysage fonctionne comme une mémoire, puisque c'est exactement, c'est pas simplement le souvenir de migration, c'est pas simplement un attachement nostalgique à la terre d'autrefois dont les Kanaks ont été spoliés, mais c'est véritablement leur identité qui est en jeu, puisque c'est le lieu où les ancêtres sont apparus, c'est le lieu où les ancêtres ont fondé les premières cases, et on en voit la trace, et ce sont tous les parcours, parce que les Kanaks étaient des gens extrêmement mobiles, qui bougeaient beaucoup, donc tous les parcours qui ont été suivis en gros jusqu'au cantonnement dans les réserves, qui se situe, comme vous savez, entre 1876 et 1900. Vous avez un cantonnement progressif dans les réserves qui ont fait qu'à la fin, au bout du compte, les Kanaks n'occupaient plus que moins de 10% de leurs espaces d'origine. Le drapeau de la Kanaki, à l'initiative de Kanaki Solidarité Paris et de l'association Information et Soutien du peuple kanak, nous avons voulu marquer notre solidarité avec le peuple kanak en cette date du 4 mai, qui est une date douloureuse pour la Kanaki, puisqu'il y a 3 ans maintenant, 19 Kanaks tombaient dans la grotte d'Ouvéa, à Ouvéa, le 5 mai. Puis 1 an plus tard, c'est Jean-Marie Tshimbaou et Yeweye Yewene qui disparaissaient à leur tour. Et nous sommes venus pour commémorer leur mémoire et pour rappeler notre indéfectible soutien à la cause du peuple kanak et à sa lutte pour l'indépendance de Kanaki. L'idée qui nous rassemble, c'est celle de cette indépendance, celle de ce combat pour la dignité et pour la souveraineté du peuple kanak. Combat qui a commencé bien avant les événements de 1984, qui a commencé dès 1981, et on pourrait fixer comme date
la mort tragique de Pierre de Clercq le 19 septembre 1981, qui était un Européen solidaire de la lutte indépendantiste kanak et qui a été assassiné à Nouméa. Depuis cette date, la série des morts pour la Kanaki n'a cessé de s'allonger. Et nous pensons que tous ces sacrifices, tous ces malheurs que le peuple kanak a traversés, eh bien, ont apporté une pierre importante dans la reconnaissance des droits du peuple kanak. Le peuple kanak est petit, il est faible, il est démuni et il était largement inconnu jusqu'en 1984 sur la scène internationale. Ce qu'il a acquis par sa lutte, principalement, c'est ce statut de peuple luttant légitimement pour ses droits, devant accéder à la souveraineté et luttant également pour sa dignité et la reconnaissance de ses valeurs culturelles. Cette lutte du peuple kanak aujourd'hui s'est engagée dans une nouvelle voie. Elle s'est engagée dans une voie qui a été voulue et tracée en partie par Jean-Marie Tjibaou et Diewéné Diewéné. Cette voie est celle des accords de Matignon. Nous sommes actuellement dans une période difficile pour le peuple kanak. Difficile d'abord parce que beaucoup pensent que tout a été réglé par les accords de Matignon. Tous ceux qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie savent que ce n'est pas vrai et qu'à l'inverse, si les accords de Matignon ont apporté la paix, s'ils ont apporté un mieux-être, s'ils ont apporté un nouvel espoir, tout est à construire en Nouvelle-Calédonie et les cadres du FLNKS aujourd'hui ont énormément de difficultés à mettre en œuvre concrètement ces accords et à faire en sorte que toute la population, et en particulier la population kanak, bénéficie des programmes de formation, des programmes de développement, bénéficie au niveau même de leur vie quotidienne d'amélioration dans leurs conditions matérielles d'existence. Et aujourd'hui, c'est une Calédonie compliquée, confuse parfois, qui s'offre à nous et nous tenons, même si nous sommes peu nombreux, encore que nous sommes là, nous sommes présents, nous tenons à rappeler au peuple français que ce drapeau de Kanaki, nous souhaitons un jour le voir flotter sur la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaitons qu'un jour le peuple kanak puisse être complètement maître de son destin. Nous souhaitons qu'il puisse utiliser les outils imparfaits, incomplets et qui ne sont pas de son fait, les outils qu'on lui a demandé en quelque sorte de prendre avec les accords de Matignon. Nous souhaitons que le peuple kanak puisse les utiliser au mieux pour construire cette Kanaki indépendante dont il rêve et dont elle seule pourra aboutir à une reconnaissance et à un accomplissement complet de cette dignité du peuple kanak. Voilà, notre pensée va bien entendu à tous ces disparus de la Kanaki. On se demande même comment tout ce petit peuple a eu le courage d'affronter les troupes coloniales françaises, de dénoncer le colonialisme en Nouvelle-Calédonie, pour finalement s'engager plus avant dans une transformation de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que une des forces du FLNKS était d'être toujours en Nouvelle-Calédonie une force de proposition. Et cette force de proposition, nous ne l'avons jamais trouvée du côté des adversaires du FLNKS. Cette force de proposition progressiste, elle est le fait de tout le peuple kanak et elle a été à nos yeux parfaitement incarnée par la pensée et la philosophie de Jean-Marie Tjibaou et Diewéné Diewéné. Chaque année, nous souhaitons par ces rassemblements, par un rassemblement, marquer, faire du 4 ou du 5 mai une date en souvenir des morts pour la Kanaki, une date de soutien indéfectible à l'indépendance et une date de dénonciation de la pérennité du colonialisme français dans les territoires du Pacifique et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi une pensée pour les évolutions qui ont cours en Nouvelle-Calédonie du côté des camarades océaniens du FLNKS et des Kanaks. Je veux parler des Wallisiens et des Futuniens qui actuellement font un énorme travail pour essayer de convaincre une majorité d'entre eux à rejoindre la lutte indépendantiste et ainsi essayer de subvertir totalement les séquelles du colonialisme en Nouvelle-Calédonie. Nous pensons que, contrairement à ce que les médias laissent entendre, nous aurons à reparler de la Nouvelle-Calédonie, nous devons rester mobilisés, nous devons rester attentifs à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et nous devons avoir en mémoire les sacrifices de ces Kanaks et de ces indépendantistes, parfois européens, qui ont poussé leur attachement à la dignité du peuple kanak, qui ont poussé leur volonté de dénoncer le colonialisme jusqu'à se faire tuer sous les balles françaises. Voilà, notre émotion est toujours aussi forte chaque année lorsque nous nous rassemblons pour toute la solidarité, unis, pour essayer de commémorer ces morts et en même temps pour
dire qu'à jamais nous refusons le maintien et la poursuite du colonialisme et du néocolonialisme en Nouvelle-Calédonie. Je terminerai ce message et cette brève allocution par un message de soutien à nos camarades du FLNKS, qu'ils soient en brousse, qu'ils soient dans leur village ou bien qu'ils soient en charge des accords de Matignon et des affaires. Eh bien, nous leur adressons un message de soutien. Nous savons qu'ils traversent actuellement d'énormes difficultés, des difficultés de formation, des difficultés d'adaptation de leur projet économique aux caractéristiques de la société kanak, des difficultés même d'affrontement direct ou indirect avec leurs adversaires sur le territoire à travers des luttes administratives, tant sur les problèmes scolaires, économiques qu'administratifs. Et donc, nous leur adressons un message de soutien, de solidarité, d'encouragement. Et nous souhaitons que là-bas, à Nouméa, ils sachent qu'un nombre de Français suit de très près les affaires de Nouvelle-Calédonie et reste profondément attaché à la lutte du peuple kanak. Et nous leur adressons un message d'espoir en leur disant que leur lutte nous paraît une juste lutte et que nous sommes ici en France pour la populariser et qu'ils peuvent compter sur nous. Voilà, j'espère que nous retrouverons encore l'année prochaine et les années suivantes, jusqu'à ce que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie soit réalisée, jusqu'à ce que ce drapeau flotte. Voilà, je vais donner la parole à Jean-Jacques de Félix et à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la Kanaki, je dis vive Kanaki.